Hi guys, c'est le retour de The Walking Dead avec la saison 8, le premier épisode de la saison 8. Donc on commence vraiment avec tout un ton un petit peu d'espoir, de renaissance. Donc on a le discours des 3 chefs de communauté. Donc Rick qui va faire un petit peu, on dirait un discours religieux parce qu'il commence à dire oui, Jesus m'a dit, etc. Donc ça fait très religieux, j'ai trouvé, même dans les paroles et tout, c'était assez marrant. Bon, c'est très bien qu'il parle de personnages, mais du coup la façon de dire était assez sympa. Ensuite, on a Ezekiel qui va prendre le relais, on dirait vraiment chacun des maillons de la chaîne en fait, c'est tellement lié le discours, on dirait même qu'ils ont répété avant, c'est un truc de dingue. Donc Ezekiel, en plus, qui fait une référence à Shakespeare, ce qui nous rappelle que Ezekiel a fait du théâtre, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu zappé, bon en même temps c'est pas super important, mais j'ai trouvé le clin d'œil assez sympathique. Et Maggie enfin, qui donc finalement est vraiment le chef légitime de la colline maintenant, il n'y a plus aucun doute là-dessus sur son statut, même si Grégory, bon on en reparlera par la suite, essaye de récupérer un petit peu son poste de chef, il va pas réussir, et donc Maggie maintenant qui est prête. D'ailleurs c'est assez sympa de voir le passage de flambeau entre Rick et Maggie, Rick qui lui dit comme ça qu'un jour il la suivra, donc on peut peut-être penser justement que Maggie aura un gros rôle dans la guerre contre Negan. Je sais pas trop si ça suivra vraiment les comics, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle aura quand même un grand rôle là-dedans. Mais vraiment après dans le reste, on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'espoir, c'est-à-dire qu'on a Jesus qui est en train de dire oui, bah notre obstétricien, on va le récupérer. Ezekiel qui dit bah oui bien sûr que tu vas récupérer ton obstétricien, voilà, on va y arriver. Et ouais, tout le monde se dit ouais mais c'est génial, on va y arriver, on va y arriver. On a même Rick qui est en train de dire oui, je pense à demain et tout. Et il y en a Maggie, ah ouais, tu penses vraiment à demain et tout? Ouais, moi je suis déjà en train de penser après la guerre contre Negan, tout va bien, tout est génial. D'ailleurs, on reviendra un petit peu plus là-dessus en profondeur par la suite. Donc on voit aussi les communautés s'entraider parce qu'on voit 2 personnes en train de parler. Il y en a un qui dit ouais mais tu vas me couvrir alors que tu me connais pas. Bah oui, je vais te couvrir même si je te connais pas, parce que tout simplement, même s'ils ne font pas partie de la même communauté, ils ont tous le même but, et bien c'est détruire la tyrannie de Negan, c'est rendre le monde meilleur. Ils n'ont pas de raison de ne pas s'entraider justement. On remarquera aussi les brassards de couleurs, donc on a le blanc pour Alexandria, on a le vert pour la colline et on a le orange pour le royaume, donc c'est peut-être un système justement pour se reconnaître. Mais imaginons que les Saviors aient remarqué cette petite astuce, il serait possible que certains aillent semer la zizanie là-dedans. On va parler de la scène entre Carl et celui que je vais appeler Siddiq, donc c'est l'homme que va découvrir Carl et qui va justement l'implorer pour lui donner à manger. Donc moi j'appelle Siddiq parce que ça peut très bien être le personnage du comics. Siddiq c'est un personnage qui vient d'Oceanside. On peut très bien imaginer que dans la série, ce personnage ait réussi à s'échapper avant que Negan arrive avec ses compagnons et tue tous les hommes. Ce serait peut-être possible. Carl pourrait effectivement par la suite se lier d'amitié avec cette personne. En tout cas ça n'est pas du goût de Rick, qui considère quand même un petit peu encore Carl comme un enfant. Là pour le coup il lui fait un peu la morale, il le traite un petit peu de naïf. Carl qui après tout ce qui s'est passé fait quand même confiance à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Pour le coup j'ai envie de penser que c'est quelqu'un de gentil, mais que peut-être par la suite s'il peut se servir de Carl il va essayer, et c'est là qu'on verra si Carl a bien appris la leçon. On voit que les attaques sont quand même très coordonnées et très discrètes. On voit que Daryl envoie à Dwight le fait qu'ils vont attaquer le lendemain. Dwight envoie à Daryl la liste de tous les postes de surveillance, ce qui permet en fait à l'Alliance d'éliminer chacun des postes de surveillance et donc de pouvoir continuer la route jusqu'au sanctuaire. En fait le but tout simplement c'est de supprimer tous les Saviors qui peuvent alerter Negan de leur venue, parce que justement le but c'est de venir discrètement, de créer donc un effet de surprise pour que Negan ne puisse pas se préparer et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Ce qui pour le coup nous donne quelque chose de très sympa, parce qu'on va voir l'équipe A, donc Rick, qui va vraiment être dans la lumière, et on va voir un petit peu les hommes de l'ombre, c'est-à-dire l'équipe B, c'est-à-dire l'équipe de Daryl, et ça c'est vraiment différent du comics, parce que pour le coup on voit 2 choses qui se passent en même temps. Ces 2 équipes sont indissociables, parce que si ça ne fonctionne pas d'un côté ou de l'autre, forcément le plan à la fin il ne va pas fonctionner. Donc là c'est vraiment le retour en force de personnages, donc Daryl totalement badass, qui était une victime la saison dernière, donc je suis enfin contente qu'on retrouve Daryl qu'on aime bien, donc sur sa moto, cheveux au vent, hop, bim, 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 je fais exploser des trucs. C'était génial, ça donnait peut-être un petit côté kitsch de film d'action d'NT1, effectivement un petit peu, mais ça passait bien. On a Carol qui redevient un petit peu aussi badass. Bon, dans cet épisode-là, on l'a pas trop vu, mais je pense qu'on verra encore plus dans les prochains épisodes. En tout cas, elle arrête de se morfondre dans sa maison, donc je suis contente. Ensuite, on a Morgan aussi, qui n'est plus Peace and Love, mais qui maintenant, quand il tue, on voit qu'il, je sais pas, il se passe quelque chose dans ses yeux. On dirait, voilà, il a une folie meurtrière. Et Eric, c'est un peu pareil, à un moment donné, il va tuer la
l'un des Saviors qui est sur un poste de surveillance, on a l'impression limite que ça le plaît de le poignarder en fait. C'est assez bizarre, mais dans ses yeux, on a l'impression qu'en tout cas, il est content de se venger. Et ensuite, on apprend quand même que c'était un Savior qui était là lorsque Negan a fait quand même la misère à Rick. Donc peut-être que Rick l'avait vu à ce moment-là et justement n'a pas oublié son visage, hein, c'est possible. Il va se délecter justement de sa mort encore plus quand celui-ci va lui lancer un petit taunt en lui parlant de son fils, en parlant du fait qu'il se soit agenouillé. Le Savior le remémore quand même la honte, ce sentiment justement de ne pouvoir rien faire, d'être dépourvu de la moindre possibilité d'agir, vraiment d'être une victime, hein, très clairement. Et en plus, le moment où Rick a pensé qu'il allait potentiellement perdre son fils, une des nombreuses fois, parce que bon, on n'y compte même plus. En tout cas, j'ai adoré qu'il coupe le câble et que l'autre il se fasse dévorer par le rôdeur. Ouais, il aurait pu mourir en se vidant de son sang, au final, il a trop parlé, il va mourir dans d'atroces souffrances. Vont rester Alexandria, Michonne, qui, même si on voit plus d'Ekimose, a l'air d'être toujours blessée, puisqu'elle le dit, elle a mal partout. On a Carl qui finalement va quand même être chargé de garder quand même Alexandria. Et Rosita qui est là parce qu'elle est blessée, mais on n'entend pas parler, on sait pas trop ce qu'elle pense, en tout cas elle a pas l'air d'être super ravie quand même. L'attaque du sanctuaire, j'étais un petit peu déçue dans le sens où, ayant lu le comics, visuellement je m'attendais à quelque chose qui claquait, c'est-à-dire que quand Rick arrive au sanctuaire dans le comics, visuellement voilà, c'est sur 2 pages, c'est juste Rick avec tous ses potes derrière, enfin tous ses potes, tous ses alliés, toute son armée derrière, donc ça fait vraiment un effet de masse assez impressionnant. Rick qui tire en l'air et qui dit « Negan, sors de là !» Donc Negan qui sort, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et du coup ça donne quelque chose, une confrontation. Alors oui, effectivement on a Negan qui est un petit peu plus haut et qui du coup se prend un petit peu pour le roi du monde, etc. Et Rick un petit peu genre descends de ton perchoir si t'es capable. Enfin, c'est vraiment une métaphore, mais c'est un peu ça l'idée. Et là en fait du coup on a la tôle, justement les morceaux de tôle qui sont sur les voitures là dans la série qui pour moi ont gâché toute la scène. Alors je comprends pourquoi on les a mis, parce que clairement on voulait en faire en sorte que personne ne meure dans cet épisode du côté de Rick en tout cas. Et clairement bah là pour le coup c'est vrai que là c'est imperméable, hein. Les balles elles passaient pas du tout. Ce qui est bien c'est qu'on voit quand même le point de vue de Rick, c'est-à-dire que Negan on le voit à travers, là entre 2 morceaux de tôle, on le voit vraiment, c'est clairement, pendant tout l'épisode on a le point de vue de Rick. Rick qui à un moment donné est fébrile, Rick qui à un moment donné est confiant, Rick qui peut-être s'imagine un futur, ça en reparlera en fin d'épisode, et Rick qui se retrouve confronté à Negan et qui a envie peut-être de lui faire la peau. En tout cas on a un dialogue assez drôle entre les deux, donc Negan qui se démonte pas du tout et qui dit bah là qui essaye un petit peu de renverser la situation en faisant passer Rick pour le méchant, en lui disant non mais attends moi j'ai pas envie de faire mourir mon peuple alors que toi t'es prêt à emmener ton peuple à mourir et tout ça, donc essayer peut-être de retourner les autres contre Rick, montrer que finalement c'est pas si gentil que ça. Et Rick qui à l'inverse lui va essayer d'isoler Negan des autres, c'est-à-dire en faisant comprendre, déjà il va nommer chacun des saviors à part Regina que je me souvenais pas, d'ailleurs j'étais devant l'épisode, j'étais comment elle s'appelle elle déjà? Je me souvenais pas, puis même Rick en fait il s'en souvient pas non plus. Eugène c'est en mode de toute façon toi tu l'ouvres pas parce que de toute façon vu tout ce que t'as fait c'est même pas la peine que tu dises quoi que ce soit au final. Et ce que j'ai bien aimé c'est qu'en nommant ces personnes, parce que Negan fait en sorte toujours qu'ils s'appellent tous Negan, donc je m'appelle Negan, je m'appelle Negan, je m'appelle Negan, c'est-à-dire qu'ils font partie tous d'une même entité pour Negan, sauf que là Rick est en train de montrer oui mais non toi t'es une personne, toi t'es une personne, toi t'es une personne, chacun est une personne à part entière, et donc chacun a le choix de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire que demain il suit Negan, demain il suit pas, personne n'est obligé de quoi que ce soit, personne n'est contraint, demain chacun peut changer de camp, et c'est là qu'on voit que peut-être potentiellement certains peuvent prendre justement cette main tendue, notamment Gavin qui était un personnage pour moi qui était assez ambigu, c'est-à-dire que j'ai toujours trouvé qu'il avait un côté assez gentil, malgré le fait que bon, il y ait quand même Ben qui soit mort, etc. Mais c'était quelqu'un qui avait un minimum de compassion comparé à beaucoup de Saviors qui s'en foutent totalement, genre Arad, Simon, j'en parle même pas, etc. Et Gavin du coup qui se dit ouais mais attends peut-être on peut en discuter 5 minutes, et en fait ah mais peut-être que avec Dwight ça peut faire quelque chose. Eugène, j'ai observé ses expressions pendant tout l'épisode, enfin durant tout l'épisode on le voit 5 minutes, pendant les 5 minutes on le voit un petit peu, donc toujours un peu effrayé à chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut dégénérer, c'est-à-dire Rick qui demande à Negan de se rendre, là il se dit ouais mais Negan il va péter un câble, il va se passer quelque chose, donc il est effrayé. Simon par rapport à Gregory aussi, il se dit qu'est-ce qui va se passer, il va le buter ou je ne sais pas. Donc Eugène essaye de composer un petit peu, mais on voit que finalement il est beaucoup moins sûr de lui que ce qu'on peut penser et qu'il est quand même encore entre deux eaux. Dans tous les cas je pense que c'est pas un traître, c'est un petit peu le ver dans la pomme de Negan et qu'il va faire les choses bien avec Dwight comme je disais, donc je vous invite à regarder la vidéo qui concerne ces théories là. Donc je m'attendais à un dialogue un petit peu plus long, justement par rapport au comics, il y a quand même un échange de balles assez souvent. En tout cas Rick qui ne se démonte pas, qui ne perd pas la face à Negan, hein, très clairement, en disant oui bah attends tu veux que je fasse un décompte, enfin voilà, totalement insolent, qui va faire un décompte qu'il ne va pas respecter. Alors on se dit bah là il a une super chance d'avoir Negan et en fait non, il tire un peu n'importe comment.
justement, ce qui est très difficile à comprendre. Donc, en tout cas, ça fait plaisir de voir Negan se cacher, et ce qui m'a étonné, c'est de voir Rick s'acharner sur Negan. Pensait peut-être qu'il allait vouloir le capturer, etc. Non, là très clairement on a voulu nous faire comprendre, je sais pas si c'est vraiment ce qui se passe, en tout cas on a voulu nous faire comprendre que Rick voulait tuer Negan et que si Gabriel n'était pas là pour attraper Rick, bah il aurait tout fait pour le buter. Peut-être que c'est tout simplement pour s'acharner sur Negan et lui montrer que de toute façon il est fichu quoi qu'il arrive. En plus il prend une photo pour bien lui rappeler que là il était en mauvaise posture et que ça risque peut-être de se reproduire. Je pense qu'à un moment donné ils vont se revoir et il va lui montrer la photo, quelque chose comme ça. En tout cas il a pas pris la photo à ce moment-là pour rien, de Negan en train de se terrer. En tout cas visuellement j'ai bien aimé quand ils tirent tous en l'air avec les lumières, des coups de feu et tout, c'était assez sympa. Il y a eu les rôdeurs, les gros plans justement des rôdeurs coupés en deux, hein, clairement là c'était vraiment très très proche et c'est on se dit mais Greg Nicotero il fait un travail de fou et puis aussi niveau effets spéciaux c'est assez... Là pour le coup, là j'ai envie de dire, là je peux rien dire, c'est pas la biche, c'est vachement bien fait. Après il y a un truc où j'ai un peu tiqué, c'est quand ils tirent dans les fenêtres. Je me suis dit si j'avais pas lu le comics avant, j'aurais pas forcément compris pourquoi ils tiraient dans les fenêtres. Je trouvais que c'était pas explicite par rapport aux comics où on comprend tout de suite. On comprend qu'effectivement ils tirent dans les fenêtres déjà parce qu'il faut tuer les snipers et qu'aussi ça fait venir les rôdeurs qui sont plus très loin parce que justement Daryl a fait exploser tous les trucs. Voilà, normalement les rôdeurs viennent et puis le bruit de verre plus le camping-car ça fait venir les rôdeurs, plus ça empêche des snipers de se poster, du renfort, etc. Là, pour le coup c'était pas forcément super évident. La scène la plus drôle de l'épisode c'est clairement Grégory qui essaye de faire son chef. Parce que c'est pas un chef, il essaye de faire son chef et c'est drôlissime. J'adore l'acteur qui est Xander Berkeley. Comme je l'ai dit à chaque fois, je n'ai pas envie que Grégory meure tout de suite parce que j'adore l'acteur, je le trouve juste génial. Et si demain on devait me dire, voilà, Shift, tu fais un film et tu prends tous les acteurs que tu veux, bah il est dans mon film. Très, très clairement, même limite il a le premier rôle, j'adore cet acteur. Et il fait le goujat, mais vraiment tellement bien, il est tellement meilleur que le personnage des comics. J'espère qu'on le verra encore super longtemps. Avec une posture très, voilà, regardez-moi, je suis le chef, donc ridiculissime. En plus, aucune autorité. Alors pourtant, le mec, il fait un petit clin d'œil à Negan, genre, hey, t'as vu comment j'arrive à gérer tout, le discours de malade que j'ai fait, ouais, j'ai une posture de leader et tout. En fait, il y a personne qui le calcule, tout le monde s'en fout, il y a pas un mec qui part comparé aux comics, il n'y en a même pas un seul qui dit qu'il va vraiment rentrer à Coin. Jesus, il aurait même pu crier « Osef de toi, c'est pareil en fait ». Donc j'ai trouvé ça juste génial. Simon qui le pousse dans les escaliers en mode « De toute façon, tu sers à rien, donc je sais même pas pourquoi en fait t'es venu là, au revoir, merci ». Donc ouais, la petite note sympa, et puis après, bah, Grégory qui fait encore l'enfoiré, il n'arrête pas décidément dans cet épisode, avec Gabriel qui, par pure charité chrétienne, j'ai envie de dire, va essayer de sauver Grégory. Grégory qui va nous faire une Nicolas, parce que ça m'a clairement fait penser à la scène de Nicolas, Glenn et Noah. Glenn qui dit à Nicolas d'attendre le bon moment pour ouvrir son truc et s'en aller, enfin pour faire tourner le dispositif de tourniquet d'entrée là, et qui va quand même se barrer parce qu'il a décidé qu'il voulait sauver sa peau. Et ben là c'est pareil, on a Gabriel qui dit à Grégory d'attendre le bon moment, etc. Le mec il se barre, il prend la voiture, sans regarder en arrière, merci, au revoir. Osef de toi, débrouille-toi, je m'en fous, c'est pas un problème, je sauve ma peau. Voilà, comme d'habitude, c'est du Grégory tout craché, on n'est pas étonné, mais c'est dommage parce que Gabriel c'est un personnage qui est devenu gentil. Mais par contre, ça le met du coup en position un petit peu plus en avant parce que c'est un personnage qu'on ne voyait plus beaucoup. Donc ensuite, on a quand même Gabriel qui se retrouve dans la même pièce que Negan, voilà, sur toutes les salles qu'il pouvait entrer, il est tombé sur la salle où il y avait Negan. Et là, je trouve que c'est un des moments les plus intéressants de l'épisode parce qu'on a vraiment un contraste entre les deux personnages qui est très intéressant. On a Negan un peu, pour moi, c'est l'ombre, on a Gabriel qui est la lumière. En fait, voilà, c'est le gentil et le malin, en fait, c'est un petit peu ça. Si on reprend un petit peu au côté religieux, c'est un petit peu ça. Enfin, c'est la bonté, puis voilà, le malin, etc. C'est le diable, Negan, c'est tout ce que vous voulez. Et ce qui fait que les dialogues par la suite vont être super intéressants, je pense. Sachant qu'en plus, Negan et Gabriel ont deux conceptions différentes des choses, c'est-à-dire que pour Negan, si je me base sur les His Negan, les gens font leur destin. Voilà, en fait, c'est l'homme a son destin en main, c'est lui qui fait son destin, c'est lui qui fait en sorte qu'il sauve sa peau. C'est pas Dieu, c'est pas je ne sais quoi. Alors que Gabriel, bah oui, bah faut prier pour être protégé, etc. On a tous un destin, etc. Donc c'est deux conceptions différentes, donc ce qui va donner des dialogues qui sont quand même très sympas. Après, je vois pas Negan tuer Gabriel, même si dit oui, il est un petit peu creepy, tout ça, mais il avait l'air de trouver quand même vachement intéressant. Donc se retrouver à deux dans une pièce, peut-être va-t-il le capturer et tout ça, mais je pense qu'il va en faire son jouet. Voilà, c'est vraiment, ils sont tellement différents que Negan va être intéressé par ce personnage, surtout après
prêtre qui prend les armes et tout, c'est quand même pour Negan qui respecte quand même les hommes qui ont des coronesses. Je pense que c'est quelque chose qu'il va bien aimer. Après, question, c'est Gabriel, il a une arme, pourquoi il l'utilise pas? Bon, on peut se dire que peut-être il a plus de munitions, peut-être qu'il va justement peut-être menacer Negan. Qui sait? En tout cas, une des choses que j'attends le plus dans les prochains épisodes. J'ai bien aimé dans cet épisode les musiques qui changeaient un petit peu d'habitude. Il y a un moment qui est particulièrement bien fait, c'est le moment où Negan sort du sanctuaire pour voir ce qui se passe, et là il y a une musique très malaisante. Ça va bien avec sa sortie, ça installe vraiment une ambiance et je trouvais que voilà, c'est niveau musique, voilà, c'était plutôt bien réussi dans cet épisode. Enfin, on a Rick qui lui veut enchaîner sur l'attaque des avant-postes. Donc en fin d'épisode, on voit que hop, ok, on a attaqué le sanctuaire, mais derrière, on va assurer le reste. Hop, il y a les avant-postes à prendre, donc on va prendre les avant-postes, il n'y a pas le temps. On a Carol, Ezekiel et Jerry qui sont sur l'attaque d'un avant-poste, eux aussi, on ne sait pas trop comment ça va se passer. En tout cas, Rick et Daryl, ils peuvent aller à deux, tout ça, alors que eux, ils vont avec toute une armée. Bon, ça dépend des avant-postes, je suppose. Je pense que c'est trop rapide l'épisode 2 pour qu'il se passe certaines choses qui sont censées peut-être se passer. Donc je pense qu'ils vont être un petit peu en difficulté, mais je pense pas que ça va être vraiment central à l'épisode. Enfin, pour terminer, on va parler des séquences de Rick vieux. Alors, on va en reparler, c'est le sujet qui fâche, c'est un sujet dont je parle souvent sur ma chaîne depuis le trailer. Pour moi, c'est un rêve, tout simplement, ce que j'ai dit, l'effet glowy, les fleurs, etc. Je pense que c'est techniquement Rick qui, à un moment où ça se passe pas bien, peut-être qu'il a perdu quelqu'un de proche, je pense qu'il a perdu quelqu'un de proche, honnêtement, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Il se retrouve en très grosse difficulté, en détresse mentale, très clairement, et que du coup, il idéalise un monde qui serait justement sans Negan. Donc un monde où il fait son festival, etc. Comme je disais, le festival existe dans les comics et tout ça, donc c'est vrai que ça peut prêter du coup à se dire que c'est un flash-forward, mais il y a plusieurs choses qui me confortent dans l'idée que c'est un rêve. On a le dialogue entre Rick et Maggie, quand Maggie est en train de dire « Ah oui, tu te projettes déjà demain ?» Il dit « Oui, d'ailleurs, j'ai hâte. » Et du coup, je me dis « Ouais, encore une fois, on parle de demain, donc oui, il imagine encore demain, après Negan, etc. » Le fait qu'on voit quand même un Rick assez fébrile par moment, ce qui aussi va avec le moment où on le voit avec les yeux rouges. Donc on le voit avec les yeux rouges, on le voit d'ailleurs en train de pleurer. Et quand il pleure, ces moments, il est en train d'imaginer Alexandria, comment Alexandria pourrait évoluer justement par la suite. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Et il y a encore une chose, c'est à la fin, il dit « Ma miséricorde prévaut sur ma colère ». Donc ça, c'est une phrase que dit Siddiq au début de l'épisode, donc quand il voit Carl, enfin quand Carl le voit pas, mais qui lui, il a remarqué Carl. Ce qui me fait dire qu'il pourrait peut-être éventuellement penser à épargner Negan pour éviter une escalade de violence, peut-être éviter qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne sa place, et qui ferait justement qu'il ne résout pas la violence par la violence. On serait revenu à un monde normal où la justice est la justice et on ne se fait pas justice soi-même, et du coup ce qui donnerait un monde meilleur. Là où j'ai un doute, c'est qu'au final, Judith, contrairement à ce que j'avais lu, n'a pas une dizaine d'années. Apparemment, par rapport aux informations de casting, Judith aurait 6 ans, donc ce qui ferait à peu près un time jump de, on va dire, 4 ans et demi, qui du coup est plausible. Pour le time jump du comic, ce serait pas le même nombre d'années, mais du coup ce serait un petit peu plus plausible. Après c'est vrai que bon, Rick il blanchit un petit peu vite pour 4 ans et demi, mais bon, soit on va dire que c'est possible. Michonne ne vieillit pas, bon 4 ans et demi, à la limite c'est possible. Judith aurait donc 6 ans. Carl, on ne le voit pas parce que peut-être qu'on ne sait pas comment le maquiller encore pour qu'il ressemble justement à quelqu'un de plus vieux de 4 ans et demi, je sais pas. Mais du coup on pourrait encore aller dans ce sens-là. Donc oui, effectivement, il n'y a aucune théorie qui a été confirmée dans cet épisode et c'est même encore pire parce qu'on se mélange encore plus les pinceaux, je trouve. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon épisode. Je vais pas dire très bon, c'est pas un de mes préférés. J'ai trouvé qu'il y avait un parallèle entre l'épisode 1 de la saison 7 où on avait des flashbacks et donc cet épisode-là où on a des flash-forward peut-être ou tout simplement des rêves, mais si ce sont des flash-forward, il y a vraiment un vrai parallèle entre les deux épisodes. On parlera dans la prochaine vidéo des easter eggs de cet épisode. En tout cas, un bon épisode qui pose de bonnes bases par la suite, même si effectivement je suis un petit peu déçue. Visuellement, je m'attendais à quelque chose qui claquait un petit peu plus, mais en tout cas, bon épisode. Je pense que ça va être une saison assez sympa, je leur fais confiance. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire et ne partez pas tout de suite parce que j'ai un petit concours pour vous. La petite figurine de Carl a gagné, je vous mets le lien en description donc pour le concours Twitter. Et voilà, j'ai envie de vous dire, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut!